Quel avenir pour l'Union européenne alors que la guerre fait rage à ses portes depuis l'invasion russe de l'Ukraine? Jean-Dominique Giuliani est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. C'est un centre de réflexion, disons-le, qui est partisan de la construction européenne depuis le début. Vous préfacez le nouveau rapport annuel de la Fondation Robert Schuman, la nouvelle vie de l'Union européenne. On verra quelle peut être cette nouvelle vie et quelle est-elle peut-être d'ores et déjà. Mais d'abord, on en parlait dans l'actualité. Il y a aujourd'hui le sommet du Conseil de l'Europe. J'ai bien dit du Conseil de l'Europe et non pas du Conseil européen. Alors pour le commun des mortels, pas facile de s'y retrouver. C'est quoi la différence entre l'Union européenne, composée de 27 États membres, et le Conseil de l'Europe, composé de 46 États membres? Le Conseil de l'Europe a été créé juste après la guerre, à l'initiative de Churchill d'ailleurs. C'est en quelque sorte l'Europe du droit. La Cour européenne des droits de l'homme en dépend, elle est connue, il y a une instance ministérielle, il y a une assemblée plus large que l'Union européenne, puisque la Russie en faisait partie jusqu'à l'année dernière, elle l'a quittée, au bord d'ailleurs de l'expulsion, et d'autres pays, comme la Turquie, en sont membres. Ouais. Quand vous dites au bord de l'expulsion, ça veut dire que la Russie peut réintégrer le Conseil de l'Europe? C'est-à-dire qu'on a menacé de l'expulser à cause de la guerre en Ukraine et qu'elle a préféré partir. Ouais. Voilà. Mais elle pourrait y revenir? Elle pourrait y revenir si elle satisfaisait aux conditions, c'est-à-dire accepter une juridiction supranationale pour tout ce qui est les droits de l'homme, mais aussi plus de 200 conventions qui tirent tirer les conclusions et les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, une convention interdisant le travail des enfants, l'esclavage, des choses qui, à cette époque-là, au lendemain de la guerre, étaient destinées à guérir l'Europe. Alors c'est le prélude avec une convention européenne des droits de l'homme qui est quasiment reprise et étendue par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quel regard portez-vous sur la signature aujourd'hui de ce projet, si l'on peut dire, de répertorier les dommages causés par la Russie Le Conseil de l'Europe, qui rassemble 46 États aujourd'hui, c'est toujours l'Europe du droit. Donc l'idée, c'est d'avoir un tribunal pour un jour juger tout ce qui est commis en Ukraine aujourd'hui par la Russie, et notamment les réparations des dommages causés. C'est encore une fois les leçons des deux grands conflits du XXe siècle, les conflits mondiaux, qui en Europe ont culminé dans l'abomination et les destructions. Et on voit que ça recommence. Donc là, pour la première fois depuis très longtemps, je crois qu'il y a eu que 3 ou 4 sommets des chefs d'État membres du Conseil de l'Europe, ils se rassemblent pour dire solennellement qu'ils n'en resteront pas là. En quoi la guerre en Ukraine a-t-elle modifié, selon vous, le visage de l'Europe? Eh bien, je crois que ce n'est plus la même Europe que nous avons. Après le Covid, plus la guerre en Ukraine, on a vu immédiatement se solidariser les États membres pour, comment dirais-je, carrément envisager, je signe dans le rapport, une nouvelle vie, des nouvelles politiques européennes, bien sûr en matière de défense et de sécurité. On a plus fait, grâce, si je puis dire, ou à cause de Vladimir Poutine, en quelques semaines, depuis... Mais c'est pas une Europe de la défense. Pratiquement, non. C'est l'Allemagne qui monte en puissance, c'est la Pologne qui monte en puissance. Aujourd'hui, l'Union européenne consacre près de 70 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, dont 15 milliards d'euros pour la défense. C'est complètement nouveau. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans les traités. Et puis, on voit... Pour un pays qui n'est pas membre. Comment ? Pour un pays qui n'est pas membre. Pour un pays qui n'est pas membre, qui souhaite et qui a choisi la voie européenne, qui choisit de cheminer vers la démocratie. On sait que tout n'est pas blanc en Ukraine de ce point de vue-là, mais il y a une volonté de rejoindre l'Union européenne et donc de s'arrimer à l'Union européenne. Donc, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'Union européenne a complètement innové en matière de politique industrielle, en matière de souveraineté, ce que Emmanuel Macron appelait de ses voeux, c'est-à-dire organiser désormais la sécurité des approvisionnements, la sécurité énergétique. Oui. Alors justement, la dépendance énergétique, on en a beaucoup parlé avant la guerre en Ukraine. Est-ce que depuis un peu plus d'1 an, l'Europe a trouvé la voie, le chemin de l'indépendance énergétique? Écoutez, en tout cas, elle a diversifié ses approvisionnements. Elle a rompu avec la Russie, qui était son principal fournisseur et qui aujourd'hui ne représente que 6 à 7% de ses approvisionnements en énergie. Et ce sont les Européens qui voient la facture qui explose?
Non, c'est pas uniquement. Et La facture de gaz, si. non. Et puis, par exemple, Si. on vient de lancer au niveau européen des achats groupés de gaz et qui sont en train de se conclure à des prix tout à fait raisonnables pour éviter ce qui s'est produit il y a un an. C'est-à-dire, nous n'étions pas préparés. Et donc une Europe de l'énergie, c'est possible. oui, c'est possible. En tout cas, on progresse. Et il y a toute une série de politiques. Par exemple, vous savez qu'en France, depuis longtemps, on mettait en cause la politique de concurrence qui protégeait le consommateur. On disait qu'il faudrait mieux protéger les producteurs. Bon, ben ça y est, on a mis entre parenthèses cette politique, ces règles en matière de contrôle, des aides d'État, etc. Et on voit que désormais, les États membres peuvent, à concurrence de plus de 350 milliards d'euros aujourd'hui, depuis un an et demi, subventionner des équipements du futur, la transition écologique, la transition numérique, comme jamais on aurait pu l'envisager avant. Il y a une phrase qui retient l'attention. Vous dites à la fin du siècle, donc c'est quoi? C'est dans 75 ans environ, l'Union européenne sera-t-elle toujours dans le trio des premières puissances mondiales? Vous pensez à la Chine et aux États-Unis, bien évidemment. Poser la question, ça veut dire que vous en doutez? Non, pas du tout, au contraire. C'est que je pense qu'elle le sera, mais que on ne le dit pas assez. On ne dit pas assez quelle est la force de l'Union européenne aujourd'hui. Elle a un produit intérieur brut supérieur à celui des États-Unis, équivalent à celui de la Chine. Ah, je vois un de vos graphiques, enfin diagramme, c'est 16,6% l'Union européenne, 17,3% États-Unis. Oui. Bon, mais si vous voulez, c'est quasiment identique. C'est quasiment égal. La Chine, c'est 20%, 20,8%. Oui. Le reste du monde, c'est 38,8%. Ça dépend comment on calcule, n'est-ce pas? Là, nous l'avons très honnêtement calculé en parité de pouvoir d'achat. Vous savez qu'avec la Chine, on peut discuter aussi de la manière dont on le calcule. En valeur absolue, nous sommes à peu près équivalents. Donc aujourd'hui, nous sommes équivalents. Nous sommes en matière commerciale la première puissance commerciale du monde, y compris devant la Chine, n'est-ce pas, pour notre commerce extérieur. Alors évidemment, pas la France en ce moment, mais globalement, alors que nous avons des pays qui sont, comme la Roumanie, la Bulgarie, qui sont encore en pleine croissance et un peu en retard. Donc, si vous voulez, il y a un énorme potentiel européen, à condition de réussir ces deux transitions numériques et écologiques. Nous avons même l'ambition d'être même pas la troisième des grandes puissances du Mais monde. politiquement, il y a moyen de tenir tête, par exemple, aux États-Unis. Prenons par exemple ce vaste plan d'investissement de Joe Biden qui contraint l'Europe, puisque l'Europe crie à la concurrence déloyale, notamment dans le secteur automobile. Est-ce que l'Europe peut parler d'une seule voix politiquement pour faire face? On sait qu'elle est parfois très divisée. D'ailleurs, on parle d'un centre de gravité qui se déplace de plus en plus vers l'Est. Le couple franco-allemand, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Politiquement, il y a encore une Europe? Bien sûr. Et écoutez, on a voté 10 trains de sanctions à l'égard de la Russie en moins d'un an à l'unanimité. Alors qu'il y a des nuances, on le sait, y compris la Hongrie. On va en voter un 11e. Vous avez 1400 personnes sous sanctions, 205 entités, banques, etc. Donc ça, c'est de la géopolitique, c'est de la politique, et c'est l'unité européenne qui s'est imposée. Donc, à la limite, face aux circonstances, y compris face aux gros pépins de politique étrangère, on voit tout de suite qu'il y a une solidarité européenne. On l'avait déjà vu en 2015, quand la France a été soumise à des attentats. Le lendemain, les 25 autres États membres ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour être aux côtés de la France. Il y a un sujet sur lequel il n'y a pas d'unité et sur lequel on peut même parler de désunion, c'est sur la question migratoire et des frontières. Comment expliquez-vous que l'Europe, on va dire quasiment 10 ans après la grasse crise de 2005, n'est pas réussi, de 2015, pardon, n'est pas réussi à trouver ne serait-ce qu'en tout cas une solution, mais en tout cas un chemin vers cette solution? L'Europe, ce sont les États membres. Les États membres passent leur temps à dire que la solution de la question migratoire, qui est très difficile, est européenne, et à faire des lois nationales. En France, c'est pratiquement une loi par an, voire une loi tous les 2 ans. Il y a d'ailleurs un projet de loi qui est en cours à nouveau. Tant qu'on procédera comme ça, nous n'y arriverons pas. Le meilleur exemple, la preuve, c'est le Brexit. Les Brexiteurs ont dit « nous voulons reprendre le contrôle de nos frontières » et pour faire face à l'immigration clandestine notamment. Elle a doublé depuis le Brexit. Donc tout seul... Comment vous l'expliquez qu'elle est doublée? Tout seul, nous sommes trop petits. Et est-ce que la France peut régler la question migratoire sans l'Italie et l'Espagne et la Grèce? Non. Est-ce que l'Allemagne peut réguler ces questions sans les autres partenaires du sud de l'Europe? Non. Mais là, est-ce qu'encore politiquement, il y a un point de vue commun? On sait que l'Allemagne a fait venir par exemple 1 million de réfugiés parce qu'elle en a besoin. Est-ce que là aussi, il n'y a pas il faut un projet commun pour mettre en place une politique commune en matière de frontières? Il faut surtout beaucoup de pragmatisme. Si nous mettions d'accord avec les pays du front
ceux qui sont confrontés à l'immigration, 40 000 personnes en Italie cette année, depuis le début de l'année, si nous nous mettions d'accord sur les procédures d'accueil, les procédures d'asile, une éventuelle politique de retour, si nous le faisions ensemble, nous aurons plus de poids pour les pays qui nous envoient des immigrés clandestins, etc. Nous pourrions faire le tri entre le nécessaire accueil de ceux qui demandent l'asile et de ceux qui souhaitent venir travailler en Europe, dont l'Europe a besoin, mais dont nous devons réguler le flux. Tout seul, nous ne le ferons pas. Et voilà, tout État membre qui prétend gérer seul ces affaires-là n'y arrivera pas et raconte des histoires à ses peuples. Vous êtes, vous, à la Fondation Robert Schuman, pour un élargissement de l'Europe ou pas? Là encore, écoutez, la question ne fait pas l'unanimité. La question, elle est posée très simplement dans le voisinage de l'Europe. Parce que si vous dites oui à l'Ukraine, ça va être difficile de dire non à d'autres pays comme la Moldavie, comme la Géorgie. Bien sûr, c'est très impopulaire en France, parce qu'on a l'impression que plus on s'élargit, plus on nous a volé notre Europe. D'ailleurs, on n'y parle plus français, on y parle anglais, etc. Donc je connais tout ça. Mais la question, elle est géopolitique. À nos frontières, nous avons, dans les Balkans, en Ukraine ou ailleurs, nous avons des États qui sont pénétrés par l'influence turque, chinoise, russe, et qui ne sont pas bienveillantes à l'égard de l'Europe. Donc où est notre intérêt? Vous pensez à quel pays? Je pense aux pays des Balkans, à la Serbie, tiens, par exemple, où les Russes sont extrêmement actifs. L'Ukraine est un autre exemple. Bon, il y en a d'autres. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si on les arrime à l'Europe. Il faut trouver une formule, bien sûr. On sait qu'ils ne peuvent pas adhérer immédiatement. Et la Serbie, elle a sa place en Europe? Mais elle a sa place un jour en Europe. Oui, évidemment, parce que c'est l'Europe géographique et c'est même l'Europe politique et culturelle. Pas tout de suite. Et c'est là où il faut être imaginatif. Dans notre rapport, nous avons quelques propositions pour faire une adhésion progressive. On peut partager un certain nombre de choses, par exemple le commerce, pas tout de suite les règles politiques, parce qu'on n'est pas d'accord. Et puis, pour répondre plus globalement à votre question, qu'on me pose souvent, mais oui, mais on n'est pas d'accord en Europe. Oui, c'est pour ça qu'on a une Union européenne. N'est-ce pas? Toute notre histoire de plus de 2000 ans, c'est qu'on n'a jamais été d'accord. Et aujourd'hui, le monde s'est globalisé. La taille pertinente, c'est 9 millions d'habitants minimum. La Chine, 9 millions de kilomètres carrés, pardon, minimum. Les États-Unis, 17 millions de kilomètres carrés. D'ailleurs, on n'a pas parlé, quand on parlait des blocs, des BRICS, hein, le Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Tout ça, c'est 9 millions de kilomètres carrés. Nous, en Union européenne, à 27, nous avons 4 millions de kilomètres carrés. Et sur ces 4 millions de kilomètres carrés, 450 millions d'habitants, c'est-à-dire plus que les États-Unis, et à peu près la richesse identique. Jean-Dominique Giuliani, difficile de ne pas en parler, c'est officiel, on le sait depuis aujourd'hui, les élections européennes auront lieu dans un peu plus d'un an, au mois de juin 2024. En général, c'est un scrutin qui est marqué par une forte abstention, même si ce n'est pas égal sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Est-ce que vous ne redoutez pas un impact négatif de l'affaire baptisée Qatargate, qui a éclaboussé le Parlement européen? Non, je ne le crois pas. Je crois que la dernière fois, en 2019, la participation avait augmenté. Il y a plus de 50% de participation. Vous pouvez comparer avec d'autres scrutins, aux États-Unis ou ailleurs, vous verrez que c'est plutôt positif. Mais là, c'est un scandale retentissant. Vous, comment vous l'avez vécu d'ailleurs à la Fondation et comment vous l'expliquez? C'est paraît étonnant, président du Parlement européen, incarcéré. Sur 750, pas un président du Parlement européen, non, un député européen. Hein. Député européen. Oui. Hein, pas du tout présidente. Hein. La présidente du Parlement européen, la grecque. Mais elle n'est pas présidente du Parlement européen. Vice-présidente. Non, elle est vice-présidente. Vice-présidente, oui. Pas présidente du Parlement. La présidente est une Maltaise particulièrement intègre et honnête. Pardon, la présidente maltaise, effectivement, vice-présidente. Voilà. Mais vice-présidente qui a été incarcérée. Oui, elle a été incarcérée, donc ce sont des affaires marginales. Elles sont... C'est Eva Kaili, oui, le nom m'échappait. Ouais. Elles sont... comment dire, sanctionnées. Marginal, on n'en sait rien, justement. Il y a beaucoup de députés européens qui disent attention, il faut réguler les lobbyistes. Mais bien sûr, il faut les réguler, bien sûr, mais c'est marginal. Et dites-moi, il n'y en a pas dans le Parlement français, dans les autres parlements nationaux, des moutons noirs, comme ça, bien sûr. Alors il faut. Vous savez, le Parlement européen, c'est un Parlement qui petit à petit prend. Sa force, sa puissance, il a de plus en plus de pouvoir. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 700 députés, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. S'il y en a un qui est en prison, ou deux, si vous voulez, c'est tout à fait regrettable, condamnable, il faut changer les règles, il faut les durcir, mais ce n'est pas significatif de ce qu'est le Parlement européen aujourd'hui. Il a du pouvoir,
l'année prochaine, on va voter. Il faut voter parce qu'on vote pour nos représentants dans une assemblée qui a de plus en plus de pouvoir. Donc, je dis ça parce que je sais que dans nos pays, comme on vote sur le plan national, on politise les scrutins. Et on vote pour l'extrême droite, l'extrême gauche, Oui. ou bien contre le gouvernement ou pour le gouvernement. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'envoyer des représentants qui travaillent, qui font les lois, qui s'imposent ensuite à nous. Et il faut être vigilant. Qu'on vote à droite ou à gauche, il faut voter. Merci beaucoup et merci aussi d'avoir rectifié. On est bien d'accord, il ne s'agit pas du tout de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. La maltaise, vous l'avez bien précisé, ce qu'il fallait faire. Donc, vous espérez, vous, une participation importante dans un peu plus d'un an aux européennes. Merci à vous, Jean-Dominique Giuliani, d'être venu sur notre plateau. C'est l'heure de la page culture de 64 minutes.